par une matinée tendue de mai, une salle d'audience fédérale de New York se transforma en l'épicentre de l'attention mondiale, alors que l'acteur Jamie Foxx prenait la parole pour témoigner dans une affaire impliquant Sean Diddy Combs, autrefois considéré comme un ami proche. Le témoignage de Foxx pourrait bien faire la lumière sur de graves allégations entourant l'industrie du divertissement hollywoodien, où les dynamiques de pouvoir et les influences financières sont aujourd'hui scrutées avec une intensité sans précédent. Je traînais souvent avec P. Diddy, tu sais. Sean, Puffy Combs. On sortait, on faisait la fête. Je l'appelais le Gatsby noir, plaisante Jamie Foxx dans son spectacle comique sur Netflix, Jamie Foxx, What It Happened Was, actuellement en streaming. L'acteur et humoriste iront le silence sur sa lente convalescence après un AVC presque fatal l'année dernière, qui avait déclenché une vague de théories du complot sur les réseaux sociaux. Une amitié vieille de 20 ans brisée en un instant. Qu'a donc révélé Jamie Foxx pour laisser Diddy à ce point anéanti, incapable de se relever? Jamais Hollywood n'avait connu une trahison aussi foudroyante. Il fut un temps où Jamie Foxx et Sean Diddy Combs formaient un duo inséparable dans les réceptions les plus exclusives, réservées à l'élite absolue. Des nuits illuminées de promesses étincelantes et de vers qui s'entrechoquaient, où les secrets s'échangeaient contre le silence, où la célébrité se construisait au prix de son âme. Pourtant, dans cette salle d'audience austère, sans projecteur ni musique ni rire, Jamie s'avança à la barre, vêtu d'un sobre costume gris, portant ce que Diddy redoutait le plus, la vérité. Je sais qu'il a empoisonné Jamie Foxx. Et Jamie l'a dénoncé au FBI. Je sais que c'est un fait. Jamie Foxx n'était plus l'étoile éblouissante des rôles glamour, ni le frère de confiance. Ce jour-là, il se tenait comme celui qui détruit les illusions. Et son témoignage pèse assez lourd pour qu'il soit possible que Diddy ne voie plus jamais la lumière de la liberté. Qu'a-t-il vu, Jamie, au cœur de ces nuits de débauche luxueuse? Qu'est-ce qui l'a poussé à se détourner de celui qu'il appelait son grand frère, celui qui l'avait guidé vers les sommets de la célébrité? Et surtout, Jamie est-il la pièce maîtresse d'un complot visant à démanteler l'empire du péché que Diddy aurait bâti sur 2 décennies? Ce n'est pas un film. C'est la réalité. Vous allez entendre des révélations jamais dévoilées auparavant, des secrets que Hollywood a dépensé des millions pour ensevelir pendant plus de 20 ans. Certains me traiteront de traître, mais garder le silence ferait de moi un complice. Pendant 20 ans, j'ai détourné le regard, fermé les oreilles, feint l'ignorance, parce que moi aussi, j'ai profité de ce système corrompu. Mais aujourd'hui, je choisis de dire la vérité. À cet instant, Jamie Foxx marqua une pause. Il inspira profondément, balaya la salle du regard, puis fixa Diddy droit dans les yeux. Ce dernier le fixait aussi, ses yeux plissés étincelant d'une intensité brutale, comme s'il tentait encore de l'intimider malgré le banc des témoins qui les séparait. Les chefs d'accusation en trafic humain, extorsion, violence avaient déjà captivé l'opinion publique. Mais personne n'aurait pu imaginer que Jamie Foxx, autrefois l'ami intime, l'allié indéfectible de Diddy durant leurs années de gloire, serait parmi ceux qui prendraient la parole à charge. Lorsque Jamie entra, la salle plongea dans un silence religieux. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rouges, mais sa voix, elle, résonnait avec une détermination inébranlable. Je suis ici pour démasquer le diable qui se cache à la vue de tous. J'ai vu ce que Diddy a fait, pas seulement à moi, mais à Cassie et à tant d'autres. Cette déclaration tomba comme une pierre dans un lac calme, déclenchant une onde de choc à travers tout Hollywood. Jamie Foxx, jadis figure radieuse aux côtés de Diddy dans des galas extravagants, se dressait désormais pour dénoncer celui qu'il appelait frère. Qu'est-ce qui l'a poussé à tourner le dos? Qu'est-ce qui peut pousser une star comme Jamie, au sommet d'une carrière brillante, à tout risquer au nom de la vérité? Je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça, mec. Je voulais que vous me voyiez en train de rire, de passer du bon temps, de faire la fête, de lancer une vanne, de tourner un film ou une émission. Je ne voulais pas que vous me voyiez avec un « enfin », tu sais, parfois, à force de se taire, les choses dégénèrent. Les gens disaient n'importe quoi sur moi. Certains ont dit que j'étais aveugle. Mais comme vous le voyez, mes yeux fonctionnent parfaitement. Et puis, il y a eu ceux qui disaient que j'étais un clone. Eh bien, écoutez ça, je plaisante. Je ne suis pas un clone, mec. Je suis encore sur cette terre grâce à des gens formidables. Je suis là grâce à Dieu, mec. Pour comprendre, il faut remonter à 2004, au moment où Jamie a plongé dans l'univers tourbillonnant de Diddy, croyant être invité au paradis des célébrités. Mais ce qu'il a découvert ressemblait davantage aux portes de l'enfer. J'ai commencé à fréquenter Sean Combs en 2004,
invité à côtoyer une icône de la musique, pensant que c'était l'opportunité de transformer ma vie. Mais je me suis trompé. Ce que j'ai vu et vécu, c'était un cauchemar. Sean Combs n'est pas humain, c'est un monstre. En 2004, Jamie Foxx trônait au sommet de la gloire. Sa performance électrisante dans Ray n'avait pas seulement confirmé son statut de star hollywoodienne, elle avait fait de lui un symbole de talent brut et d'ambition inébranlable. Mais derrière les projecteurs scintillants, Jamie s'était retrouvé happé dans le vortex sombre du monde de Sean Diddy Combs, un univers de fêtes somptueuses, de pouvoirs sans limite et de crimes sinistres dissimulés sous le vernis du glamour. Cette fête coûte $1,5 million, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit que ça coûtait $1,5 million de lancer cette fête. Je lui ai dit, puf, oh mon Dieu, j'adore. La fête est incroyable, le maire est là et tout. Mais c'est trop d'argent. Viens chez moi à Los Angeles, je te fais une fête pour $400 qui rivalisera avec celle-ci. Il ne l'a pas bien pris, il m'a dit, yo, non, je suis connu pour ces trucs-là. Ne fais pas genre. Aujourd'hui, dans cette salle d'audience historique, Jamie Foxx s'avance, portant le poids de cicatrices émotionnelles et armé de preuves tranchantes pour dévoiler le vrai visage de Diddy. Non pas simplement celui d'un magnate de la musique, mais celui d'un prédateur en habit d'homme. Un homme qui a brisé d'innombrables vies, y compris la sienne. Jamie Foxx était un invité indispensable aux célèbres fêtes blanches et orgies déguisées de Diddy. Des événements pulsants de décadence et de danger, où la musique vibrait avec la vie, où des contrats à plusieurs millions de dollars étaient conclus, et où l'on pouvait côtoyer les plus grands de l'industrie du divertissement. Sa voix tremblait à la barre. Ses souvenirs étaient crus, brûlants, vivants. Être invité par Diddy, c'était alors le rêve ultime, un ticket en or pour le cercle intérieur d'Hollywood. À l'époque, Jamie ressentait une immense fierté, comme s'il avait gravi les plus hauts sommets de sa carrière. Mais en l'espace de seulement 6 mois, ce rêve se mua en cauchemar absolu. Lors de l'une des célèbres soirées freak-off de Diddy, organisée au 2e étage de son immense manoir, Jem et Cassie Ventura, alors petite amie de Diddy, furent discrètement conduits dans une pièce secrète. J'étais dans ce tunnel, moi aussi. Il y faisait une chaleur étouffante. Je me demandais, est-ce que je me dirige vers le mauvais endroit dans cette fumée? Car à l'extrémité du tunnel, j'ai cru apercevoir le diable lui-même. Était-ce Puffy? Les lumières étincelantes et les rires feutrés de l'élite avaient disparu. À leur place s'élevait une obscurité sinistre, remplie de violence, de drogue, de jeunes femmes contraintes à la soumission, et de pilules effaçant toute perception du réel. J'ai vu Cassie se faire violemment frapper par Diddy, confia Jem d'une voix étranglée par l'émotion. Il l'a forcée à être avec d'autres hommes, même avec moi. J'ai refusé, mais dans ses yeux, il y avait un appel au secours, une détresse muette me suppliant de la sauver. Ce regard-là, je ne l'oublierai jamais. Le dégoût a déferlé sur Jem comme une vague noire. Il tenta de se fondre dans la foule, mais chaque fête l'enfonçait davantage dans les ténèbres d'un monde du spectacle pourri jusqu'à la moelle. Le point de rupture arriva lorsqu'il vit Diddy agresser Cassie à plusieurs reprises, utilisant la violence comme une arme de domination. Incapable de supporter cela plus longtemps, Jem le confronta, la voix tendue mais ferme, j'en ai fini avec ça. Ce n'est pas mon monde. Diddy, avec un rictus glacial, répliqua, tu penses pouvoir t'en aller comme ça? Tu vas le payer. Jem balaya la menace d'un revers de la main, croyant à des paroles vides. Il ne pouvait pas se tromper davantage. À la fin de l'année 2004, une ombre s'abattit sur sa vie. Esther Marie Talley, sa grand-mère bien-aimée, celle qu'il avait élevée depuis l'enfance, qui lui avait appris à rêver et à se battre pour ses convictions, mourut subitement. Dans le tribunal de New York, alors qu'il évoquait son souvenir, la voix de Jem se brisa, ses yeux se remplirent de larmes. Elle était tout pour moi. Ma lumière, mon pilier. Dévasté par le chagrin, Jem se tourna vers Diddy, qu'il considérait encore comme un ami. Mais lors d'une soirée alcoolisée, Diddy éclata d'un rire cruel avant de lâcher froidement, « Tu crois que ta grand-mère est morte de cause naturelle? Tu croyais pouvoir t'éloigner de moi aussi facilement ?» Jem resta figé. Son monde s'effondra. La rage le submergea. Il se jeta sur Diddy, lui assenant un coup au visage, en hurlant, « Ma grand-mère était innocente. Pourquoi tu as fait ça ?» Diddy se contenta de ricaner. « T'es qu'un idiot, Jem. Quiconque me défie paie le prix. » Ces mots s'imprimèrent dans l'esprit de Jem comme une brûlure. Il venait de voir Diddy sous son vrai jour, non pas une star, mais un monstre froid, prêt à tout écraser.
Ce moment fut un tournant. Jem comprit qu'il ne pouvait plus détourner le regard. Avec Cassie, qui subissait encore et encore les violences de Didi, il entama une mission clandestine, périlleuse. Chaque preuve, chaque enregistrement, chaque souvenir cauchemardesque de ces soirées devint une arme entre leurs mains. Jem connaissait les risques. Didi n'hésiterait pas à éliminer quiconque menaçait son empire. Mais la douleur de la perte, la colère face au mal, et la compassion envers des victimes comme Cassie le transformèrent. D'un homme blessé, il devint un guerrier silencieux, prêt à tout risquer pour la justice. En 2016, Jem et Cassie décidèrent de passer à l'action. Affronter Didi, c'était s'attaquer à un système, pas seulement à un homme. Il n'était pas seul, il était soutenu par un réseau invisible mais redoutable, au cœur de l'industrie. Pourtant, leur foi en la vérité, et la douleur qu'ils portaient, leur donnèrent le courage de frapper. Ils publièrent une vidéo accablante, on y voyait Didi frapper Cassie dans le couloir d'un hôtel luxueux. Son visage, déformé par la rage, dévoilait le monstre derrière le masque. Jem témoigna en justice. Sa voix tremblait sous le poids de ses souvenirs déchirants. Nous pensions que cette vidéo briserait le masque, qu'elle révélerait au monde la vérité. Didi n'était pas un magnate de la musique, mais un abuseur violent, un vrai monstre. Mais ils avaient sous-estimé le pouvoir de l'Empire. 30 minutes après sa diffusion, la vidéo avait disparu d'Internet, effacée comme si elle n'avait jamais existé. Les réseaux sociaux, au lieu de servir la justice, devinrent complices silencieux. Les publications furent supprimées, les comptes bloqués, les soutiens réduits au silence. La plainte courageuse de Cassie, qui aurait pu allumer une étincelle de justice, fut écrasée sans pitié. En moins de 24 heures, l'affaire fut réglée à l'amiable, étouffée sous des conditions floues et une pression financière écrasante. Dans la salle d'audience, Jem baissa la tête. Sa voix devint un murmure amer, on a compris que ce n'était pas juste Didi. Il n'agissait pas seul. Derrière lui, il y avait un réseau entier, des officiels corrompus, des médias sous influence, et des avocats prêts à tordre la vérité. Nous n'étions que deux âmes contre une machine implacable. Malgré les revers, Jem et Cassie ne renoncèrent pas. Pendant cette année, ils continuèrent à collecter des preuves, trafic humain, contrebande d'armes et de drogue, pots de vin versés à des officiels, fausses associations caritatives, et blanchiment d'argent par des sociétés écrans. Ils agissaient dans l'ombre, conscients que chaque pas les rapprochait du danger. Au tribunal, en racontant leur parcours, Jem ne portait pas seulement la colère, il incarnait une conviction inébranlable. On savait que Didi pouvait acheter le monde, déclara-t-il en fixant le jury. Mais on croit que la vérité, même fragile, a sa propre puissance. Chaque document, chaque enregistrement, chaque mémoire douloureuse, on les a apportés ici pour que plus jamais personne n'endure ce qu'on a vécu. Didi est peut-être puissant, mais il n'est pas intouchable. Et je suis ici pour le prouver. En 2023, après près de 20 ans passés dans l'ombre de la peur et de la fureur, Jem Fox et Cassie Ventura décidèrent de lancer leur ultime contre-attaque contre Sean Diddy Combs. Ils avaient passé des années à rassembler, avec une rigueur douloureuse, chaque preuve possible, des documents épars, des enregistrements secrets, et surtout, chaque souvenir brûlant des atrocités de Didi et des agressions brutales à la traite d'êtres humains, en passant par le blanchiment d'argent à travers de fausses œuvres de charité. Dans le cœur de Jem, la flamme de la justice brûlait plus intensément que jamais. Nous savions que Didi n'était pas un homme à sous-estimer, déclara Jem lors de son témoignage au tribunal, le regard d'acier, mais débordant de détermination. Il possédait la richesse, l'influence, et un réseau entier voué à le protéger. Mais nous croyions que la vérité, aussi fragile soit-elle, pouvait suffire à le faire tomber. Avançant avec la prudence de ceux qui marchent sur le fil du rasoir entre la vie et la mort, Jem et Cassie se préparaient à tout révéler. Un trésor de preuves, suffisamment accablant pour exposer non seulement Didi, mais l'empire criminel tentaculaire qu'il dirigeait. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que Didi était au courant de leur plan depuis longtemps. Tel un prédateur expérimenté, il avait suivi chacun de leurs mouvements dans l'ombre, les laissant croire qu'il détenait l'avantage. Tapi dans l'obscurité, sa silhouette se dessinait avec un sourire narquois. Pour lui, leurs efforts n'étaient rien d'autre qu'une tragédie comique dont il avait déjà écrit la fin. Il leur avait laissé le temps de prendre confiance, de croire en la justice, avant de leur tendre une embuscade impitoyable, pulvérisant tous leurs espoirs au moment le plus cruel. Je pensais avoir été méticuleux. J'avais crypté chaque fichier, sauvegardé toutes les preuves dans le cloud, et utilisé un matériel de surveillance dernier cri. J'étais convaincu d'avoir une longueur d'avance.
Mais je m'étais trompé. Il savait tout. La veille de la réunion où nous devions finaliser notre plan pour exposer la vérité, Didi et ses hommes sont apparus à la porte de Jem, déguisés en collaborateurs enthousiastes pour discuter d'un projet musical. Mais Jem, qui avait appris à se méfier du moindre geste de Didi, était prêt. Sous sa chemise, un bouton cachait une minuscule caméra haute technologie, capable d'enregistrer en haute définition et de transférer automatiquement les images sur le cloud. Lorsque la porte s'ouvrit, la caméra s'activa immédiatement, enregistrant chaque seconde. Mais avant que Jem ne puisse réagir, l'un des hommes de Didi lui jeta un sac noir sur la tête, tandis qu'un autre l'assomma violemment à l'arrière du crâne à l'aide d'une matraque. Jem s'effondra, son esprit sombrant dans les ténèbres. Il fut traîné jusqu'à un entrepôt abandonné, en périphérie de la ville, un lieu plongé dans l'obscurité, empestant la moisissure et chargé d'une atmosphère mortifère. Didi l'Y attendait, les yeux brillants d'une satisfaction glaciale. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme le glas du destin. « Tu as osé me trahir, Jem » grogna-t-il, le mépris coulant de sa voix. « Toi et Cassie pensaient pouvoir me faire tomber. » Puis, il se déchaîna. Les coups pleuvaient, chaque impact destiné à briser la volonté de Jem. Didi sortit une pilule et, avec un sourire empoisonné, annonça qu'il s'agissait de la neurotoxinix, un poison de laboratoire capable de provoquer des hémorragies cérébrales sans laisser de traces. « Tu seras le premier cobaye » ricana-t-il. Son sbire força la bouche de Jem, et Didi y enfonça la capsule mortelle. Une caméra dissimulée captura ces mots glaçants. « Dors bien, Jem. » Jem s'effondra, son corps pris de convulsions alors que la toxine explosait dans son système, faisant éclater ses vaisseaux cérébraux. Ils le laissèrent là, inerte, près d'une bouteille de whisky brisée, maquillant la scène en accident d'ivresse. Par un miracle, un chauffeur routier de passage aperçut Jem et alerta les secours. À l'hôpital, les médecins luttèrent héroïquement pour le ramener à la vie. Une opération d'urgence permit de soulager la pression dans son crâne, mais Jem sombra dans un coma profond. L'incident fut d'abord attribué à un AVC dû au stress, et la veste contenant la caméra fut négligée, abandonnée dans l'entrepôt. Heureusement, les enregistrements étaient sauvegardés en ligne. Lors d'une entrevue publique, une voix demanda, à propos de toute cette affaire Didi, « Est-ce que c'est vrai ? Les rumeurs sur l'empoisonnement sont folles. Comment vous sentez-vous ? » Je vais mieux, répondit Jem. Mais il veut toujours ma mort. Une fois ne lui a pas suffi. Lorsque Didi apprit que Jem avait survécu, la panique s'empara de lui. Il envoya un assassin à l'hôpital pour administrer une nouvelle dose de neurotoxinix via la perfusion. Mais Jem, encore engourdi, perçut la présence étrange d'une fausse infirmière. Faisant semblant de dormir, il déconnecta discrètement la perfusion et appuya sur le bouton d'alarme. L'assassin s'enfuit, filmé par les caméras de surveillance, mais sans jamais révéler le nom de son commanditaire. Une fois lucide, Jem reconstitua les faits, la voix de Didi, la pilule, l'entrepôt. Il contacta Cassie, en fuite, traquée sans relâche. Elle lui remit des preuves accablantes, un enregistrement où Didi évoquait la neurotoxine avec un chimiste, ainsi qu'une liste de sociétés écrans. Jem fit appel à Alex Carter, un enquêteur privé expert en toxicologie. Carter retrouva la veste de Jem dans l'entrepôt, accéda aux images sauvegardées, identifia la voix de Didi et confirma la présence de la toxine dans les échantillons capillaires de Jem. La seringue hospitalière contenait également des traces du poison, et les fibres du lieu portaient le parfum exclusif de Didi. Un témoin affirma avoir vu un SUV noir s'enfuir ce soir-là, correspondant à celui de Didi. Jem se rappela alors avoir refusé de participer à une fausse œuvre caritative, après avoir découvert des irrégularités dans sa comptabilité. C'est ce refus qui avait signé son arrêt de mort. Avec Cassie et Carter, il remonta jusqu'au laboratoire de la neurotoxinix, dissimulé derrière une société écran. Aujourd'hui, au procès, Jem Fox se tient droit, fort des vidéos secrètes, des enregistrements de Cassie, et de 19 ans de preuves méticuleusement rassemblées. Ces éléments ne révèlent pas seulement les crimes de Didi, mais dévoilent un réseau de corruption, fonctionnaires achetés, fausses fondations, trafic d'êtres humains, contrebande de drogue, blanchiment d'argent. Je suis ici pour Cassie, pour toutes les femmes détruites par cet homme, et pour ma grand-mère, à qui Didi a volé la vie, déclara Jem. Cet homme n'est pas humain. Il est l'incarnation du mal. Dans la salle d'audience, les avocats de Didi tentèrent de discréditer Jem, le qualifiant de menteur avide de célébrité. Mais les preuves, implacables, parlaient d'elles-mêmes. Le public,
déjà lassé par une cascade d'accusations, explosa d'émotion. Sur les réseaux, les hashtags justice pour les victimes et #Didi exposé prirent feu, des millions de soutiens affluant derrière Jem et Cassie. Mais cette affaire dépasse les seules personnes de Didi ou Jem. Elle nous pousse à nous interroger, où se situe la limite entre pouvoir et abus? Quand des célébrités se servent de leur notoriété pour dissimuler l'horreur, quelle est notre responsabilité, en tant que spectateurs? Cassie et tant d'autres, longtemps réduites au silence, peuvent enfin entrevoir une lumière de justice. Mais ceux qui ont détourné le regard, par peur ou intérêt, doivent maintenant faire face au tribunal de l'opinion. Les répercussions de ce procès pourraient faire trembler Hollywood jusque dans ses fondations, révélant ses recoins les plus sombres. Le parcours de Jem nous enseigne une leçon puissante. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, mérite toujours d'être défendue. Mais cette vérité peut-elle suffire à faire chuter un empire bâti sur la fortune et la peur? Et si la justice échoue, qui protégera les prochaines victimes? Alors que Jem Fox quittait la barre, des larmes coulaient encore sur son visage. Mais dans son regard brillait une lueur d'espoir. Son combat n'était pas seulement pour lui, mais pour Cassie, pour tous les oubliés, et pour un Hollywood plus juste. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Le réseau protégeant Didi reste puissant. Des secrets plus sombres attendent encore d'être révélés. La justice triomphera-t-elle? Les survivants, comme Jem et Cassie, parviendront-ils à sortir de l'ombre pour reprendre leur lumière? Pour suivre les prochains rebondissements de ce procès du siècle, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien alimente notre mission d'enquêtes approfondies, braquant la lumière sur les recoins les plus sombres d'Hollywood. Dans notre prochaine vidéo, nous révélerons les noms d'autres figures importantes potentiellement liées au réseau de Didi. Laissez-nous vos impressions en commentaire. Qui, selon vous, sera le prochain à se lever contre lui? Et surtout, comment protéger les futures victimes?